Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Benoît Lombard, bonjour. Bonjour Cédric. Associé gérant de Vitam MFO, et on va regarder la gestion de patrimoine comme on le fait régulièrement, mais à travers le prisme de cette pandémie. Qu'est-ce que le Covid a changé? En quoi est-ce que la réglementation parfois peut s'adapter? D'abord, il y a une question presque logique qui est celle de la résidence fiscale. Notre confinement, cette pandémie, en limitant les déplacements, en nous forçant à rester à tel ou à tel endroit, peut avoir changé la donne pour les uns ou les autres. Qu'est-ce qui se passe pour les étrangers qui étaient en France, pour les Français qui étaient à l'étranger, pour les transfrontaliers, bref, comment est-ce que le fisc, parce que c'est de là que ça blesse, peut prendre tout ça en compte? Le Covid bouleverse effectivement la notion de résidence fiscale, puisque bien évidemment, nous étions tous confinés, français, mais aussi étrangers. Or, évidemment, chaque État a envie de rattacher à lui le contribuable, évidemment, le foyer. Oui. Et lorsque un Français est bloqué à l'étranger, ou qu'un étranger est bloqué en France, eh bien, évidemment, les critères qui permettent de définir ce qu'est le domicile fiscal, eh bien, peuvent être mis à mal. En France, on a l'article 4B du Code général des impôts qui donne des critères. Le premier des critères, c'est le lieu de foyer, d'habitation, là où on réside, là où on dort le soir, si je puis m'exprimer ainsi. Le deuxième critère, c'est effectivement là où on exerce son activité professionnelle. Puis on a un troisième, qui est le centre des intérêts vitaux. Où est-ce qu'est son train de vie, son environnement de vie. Alors évidemment, lorsque on a neutralisé son déplacement, parce qu'on est confiné, parce qu'on ne peut plus se déplacer, lorsqu'on a le travel ban, nos amis anglais, eh bien là, on va ne pas prendre en considération la direction nationale, la direction des impôts des non-résidents, prendre en considération, par mesure de tempérament, si je puis dire, le fait qu'un Français peut être bloqué à l'étranger, et auquel cas ça le détache de la France, mais aussi qu'à l'étranger, en France, et qui le rattache à la France. Je ne paierai pas mes impôts en France. Il peut très bien opposer à l'administration fiscale le fait que de rester sur le territoire français ne le rend pas taxable au sens de la législation française. Idem pour les transfrontaliers. Oui, justement, j'allais dire pour les transfrontaliers, parce que là, exactement, on vit, mais on travaille là-bas. Il y a 400 000 Français. Alors ça se passe, ça dépend des conventions bilatérales qui peuvent exister entre, bien évidemment, et sans préjuger de toutes les conventions qui peuvent exister, mais les conventions bilatérales pour les transfrontaliers imposent le fait de dire que dans un certain État, pas taxé. Je vous donne un exemple très simple. Avec l'Espagne, le Français qui travaille en Espagne est taxé en France. Le Français qui travaille en Belgique est taxé en Belgique. C'est ainsi que c'est défini. Et bien là, on a une neutralité. On voit bien que le Français qui travaille en Belgique et qui réside en France pourrait être taxé en France. Ben là, il va opposer effectivement cette neutralité qui est de bonne loi. Et je rappelle aussi qu'indépendamment des Français qui ont été visés par la direction des impôts des non-résidents, il en va de même aussi dans les accords bilatéraux qui peuvent être passés entre la France notamment et le Luxembourg, la Belgique, l'Italie. Donc ça, c'est tout ce qui concernait le travel ban, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a aussi eu des mesures d'exception qui ont été mises en place. Alors, il y a d'autres types de mesures d'exception. On en avait parlé ici sur ce plateau de l'augmentation de la réduction d'impôt pour investissement dans les PME qui est passée à 25% jusqu'au 31 décembre de cette année. Et donc, ce qui veut dire concrètement que la Commission européenne a assoupli évidemment quelque chose qui est refusé depuis des années à la France. Il y a un autre élément aussi, c'est on est à la 3e loi de finances rectificative. Je rappelle, il y a eu celle de fin d'année dernière. Il y en a une au mois d'avril qui nous avait dit qu'on peut donner jusqu'à 1 000 € qui bénéficient de la réduction d'impôt de 75%. Alors, ce qu'on aide notamment des associations ou des fondations qui œuvrent pour des personnes en difficulté. Donc là, il y a une petite mesure sympathique. Idem pour les loyers qui ne sont pas perçus, ils ne sont pas taxés. C'était sympa. C'était dans la loi de finances rectificative. Bon, c'est quand même bien que ce soit précisé. Donc, on ne sait jamais. Donc, ça, c'est dans la loi de finances rectificative d'avril. Dans la loi de finances rectificative, la 3e loi de finances rectificative de juillet, on a instauré une mesure assez sympa. On peut dire, donateur, tu peux donner jusqu'à 100 000 € à tes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, puis ça, pas tout ça. Donc, tu n'as que des neveux et des nièces. Tu peux donner 100 000 € à tes neveux et à tes nièces, à la condition que dans les 3 mois qui suivent le don, ça soit affecté ou à l'augmentation de capital
aux souscriptions de capital dans une PME, attention, pas de cumul avec ce dont on vient de parler avant, hein. Le fisc n'est pas quand même si généreux que cela, ou qu'on fasse des travaux énergétiques dans une maison, 100 000 euros, ça fait quand même un peu beaucoup. Ça fait beaucoup de travaux. Ça fait beaucoup de travaux, c'est jusqu'à 100 000 euros, hein, c'est un plafond maximum, ou que l'on s'engage à construire une résidence principale. Alors, qui va vérifier cela? Comment ça va pouvoir... Qu'est-ce qui dit que c'est vrai? Qu'est-ce qui dit que c'est vrai? Eh bien, c'est l'engagement qu'on a. Alors, si on passe devant un notaire pour consentir cette donation exceptionnelle, et là je rappelle que les 100 000 euros ne sont pas à prendre en considération en fonction du donataire, de celui qui reçoit, mais du donateur. Hein. Il peut donner 3 fois 33 000, 333, donc 2 fois 50 000, et on regarde le dessaisissement du donateur qui est 100 000 euros global, avec une mesure de tempérament. Ça c'est valable, je crois, jusqu'au 30 juin 2021. Et qui va vérifier cela? Ça c'est la vraie question, la bonne question. Ça sera le fisc in fine. Parce que si on passe devant un notaire et qu'on prend l'engagement, qui va vérifier? Certainement pas le notaire. Si on enregistre le don qui doit être enregistré dans le mois qui suit le moment où on donne, où l'on se dessaisit, eh bien qui va vérifier? Le fisc. Donc attention à cette mesure-là. Jean-François Filiatre, pour Marché Gagnant, qui répondait à une question d'un auditeur il y a quelques semaines, nous disait sur ce truc-là, attention, parce que c'est une très bonne mesure politique, mais fiscalement et civilement, il y a des risques énormes, et notamment en cas de rapportage, enfin, de rapport civil à la succession. On va peut-être rappeler juste ce que c'est rapidement. Donc, vous avez le droit de faire ce que vous voulez de votre patrimoine. Et puis, au moment où vous décédez, on va regarder. On va reconstituer fictivement votre patrimoine pour voir à qui vous l'avez attribué. Et si vous avez donné trop à un de vos héritiers présomptifs, 100 000 euros, pour un exemple très simple, vous avez 2 enfants, c'est des 100 000 euros à un de vos enfants pour qu'il achète, pour qu'il construise, sa résidence principale, il le fait, la règle fiscale a été respectée, eh bien il devra rapporter dans la succession l'avantage qui consiste à ce qu'il ait eu 100 000 euros de plus que son co-héritier, son frère, par hypothèse. Et si dans le patrimoine, il y a 1 million, admettons, de patrimoine, et 500 000 de patrimoine fictif, que la maison qui a été construite pour 100 000 est devenue 500 000, eh bien, on divise le tout en deux, 750 000 pour chacun des enfants, 500 000 au titre de celui qui avait reçu les 100 000 euros auparavant, il ne peut prendre que 250 000 dans le million qui reste, et 1 million moins 250 000, il reste 750 000 et si les deux ont eu la même chose, que l'un a tout claqué et que l'autre l'a investi... S'il y en a un qui s'est payé la Ferrari de ses rêves, c'est pas possible avec 100 000 euros, hein, donc on est bien d'accord. Et puis, qui s'est craché et sans assurance, c'est perdu. Et s'il y en a un qui a investi dans une pépite de la nouvelle technologie, et qui Amazon, les 100 000 euros, des milliards. Les 100 000 euros qui sont devenus 5 millions, eh bien son enrichissement profite à son cohéritier. Donc attention à ces types de mesures. Il faut faire une donation partage. On peut réintégrer ces éléments-là dans une donation partage. Et puis le mieux aussi, c'est peut-être d'être relativement égalitaire au jour où on transmet, c'est-à-dire autant à l'un qu'à l'autre, ou alors on peut différer dans le temps et puis on regroupe tout dans une donation partage ultérieurement. Est-ce qu'il y a des choses très rapidement qui ne changeront pas? Eh bien, ce qui ne change pas, on n'a pas de dresser évidemment toutes les mesures, mais il y a un point qui est fondamental. Ce qui ne change pas, c'est qu'on ne remet pas en cause les mesures fiscales sympathiques qui ont été, et indispensables, qui ont été prises par le gouvernement Macron. J'en veux donner, pour exemple, 2. L'IFI et le prélèvement forfaitaire unique, la flat tax. On ne remet pas en cause cela, tandis qu'en France, on a le plus fort taux de prélèvement obligatoire de l'OCDE. On est le champion du monde de la fiscalité. Ça, c'est pas mis en cause. Et puis, pourquoi c'est pas mis en cause? Parce que c'est une bonne mesure. Je rappelle juste que le prélèvement forfaitaire unique a rapporté à l'État plus de 450 millions d'euros, tandis qu'il devait en coûter 60 millions dans les budgets. Pourquoi? Parce qu'il y a une augmentation des dividendes, plus de 60% des dividendes. On voit que trop d'impôts tue l'impôt. Quand on a un impôt qui est plus mesuré, qui est plus dans la norme européenne, eh bien, au final, ça profite à l'État. Donc, on n'a pas modifié ces éléments-là, et ça, il faut garder cette ligne de conduite. Benoît Lombard pour Vitam MFO. Merci Benoît, à très bientôt.